Grimpeurs, santé ou non, bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, nous abordons mes erreurs, tes erreurs, nos erreurs qui nous blessent physiquement et nous empêchent de continuer nos entraînements, notre progression, notre sport dans des conditions saines. Je m'appelle Florian, kinésithérapeute depuis plus de 15 ans et grimpeur depuis 2019. J'accompagne également les personnes qui souhaitent diminuer leur douleur et performer en toute sérénité. Sur cette chaîne, on parle santé des grimpeurs et des grimpeurs. Des erreurs, on en fait tous. Un objectif de performance et on se donne à fond pour le réaliser, quelles que soient les embûches sur le chemin. Mais que cet objectif ait été réalisé ou non, n'y aurait-il pas eu un moyen d'y arriver sans embûches pour que le travail fourni n'ait pas été vain à devoir attendre 3 mois à cause d'une poulie, une lésion musculaire, un mal de dos ou autre. Je laisse de côté les douleurs d'origine traumatique survenues au cours d'une chute ou d'une réception, même si elles peuvent être évitées ou leur sévérité amoindrie. Dans cette vidéo, je te parle des douleurs et des blessures de surutilisation, overuse injuries dans la littérature scientifique. Les douleurs et les blessures ne peuvent être évitées à 100%, mais on peut réduire les risques, alors autant en avoir conscience et s'y atteler tout de suite. Pour moi, voici d'abord l'erreur la plus fréquente. Pour moi, 95% des blessures et des douleurs sont liées à une mauvaise planification. Et je ne rejette pas la faute sur toi. Quand je parle de planification, c'est la planification globale, celle qui comprend l'entraînement bien sûr, mais également le travail, la famille, les éléments imprévus. Quelqu'un a dit un jour ceci: le meilleur outil dans une programmation, c'est la gomme. Et je suis entièrement d'accord. Nous avons tous beaucoup d'imprévus. Les enfants malades, la machine à laver qui tombe en panne, un embouteillage qui raccourcit la durée de la séance, une maladie, etc. Et sans intervenant pour venir réguler nos entraînements, on peut vite se retrouver en surcharge physique ou mentale, ou les deux, sans le savoir. La surcharge amène toujours à la douleur ou la blessure, et seul l'équilibre amène la progression et la performance. Et croyez-moi, il est très difficile de parvenir à gérer cet équilibre lorsque nous sommes seuls pour évaluer, quantifier et moduler toutes ces variables. Parlons donc du concept largement utilisé aujourd'hui pour décrire la fabrication d'une douleur ou d'une blessure, la relation capacité-contrainte ou capacité-charge. La capacité peut être représentée par un saut. Il représente une structure de ton corps. Cela peut être tes ligaments, tes muscles, ton système nerveux, mais également ta charge mentale. De plus, c'est une vision très généraliste, car chaque spécificité de ces tissus détient un saut différent. Au niveau musculaire, il peut s'agir de la capacité d'étirement, de contraction musculaire, de réflexe, de douleur également. Donc on en fait plutôt une vision simpliste, mais cela nous aide déjà pour la compréhension et la modulation de la planification. Donc ce seau, il se remplit avec du liquide. Ce liquide, il représente des contraintes que nous apportons au tissu. Et le robinet est toujours ouvert. Cela coule toujours un petit peu. Être réveillé implique de la fatigue. C'est toujours un peu de contraintes qui s'accumulent. Le travail, la famille, l'entraînement, la marche, toutes nos activités visibles et invisibles remplissent le seau. Il se vide la nuit et rebelote chaque jour. Attention, tous ces liquides ne se vident pas à la même vitesse et nécessitent pour certains plus de temps afin de s'éliminer. Tu l'as bien compris, quand le seau est plein, la capacité des tissus est pleine. Ils ne peuvent en supporter davantage sous risque de déborder. Et donc, la rapidité avec laquelle le seau déborde ou la quantité totale de ce débordement va conditionner une douleur ou une blessure. Mais heureusement, la taille du seau évolue et change constamment. Tous les jours même. Selon ton sommeil, ton alimentation, ta charge mentale et énormément d'autres facteurs, il peut être amené à grandir pour accepter de plus en plus de contraintes ou à contrario, diminuer sa taille si tu ne récupères pas assez bien. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est l'évolution dans le temps du seau qui est importante. Une augmentation de sa base fondée sur de bonnes fondations et qui augmente régulièrement est un meilleur processus que tout donner seulement quand on se sent avec un saut énorme. Cette capacité
est lié à l'âge, au sommeil, l'alimentation, le stress, la charge mentale, ton travail, ta vie familiale, tes blessures passées, enfin la totale. Tu peux faire varier cette capacité sur plein d'aspects, mais pas sur d'autres. Certaines prendront des années pour augmenter tes capacités et d'autres facteurs les augmenteront de manière quasi instantanée. Pour résumer, chaque jour est différent et il est difficile de prévoir l'avenir. Il est donc judicieux d'avoir un plan et de savoir le modeler pour faire face aux aléas de la vie tout en progressant et en performant. Tu peux planifier en apprenant des choses sur la toile, en prenant conseil de grimpeurs ou en faisant des formations. Mais cela demande du temps. Alors, soit tu as du temps, soit il est recommandé d'être suivi par un professionnel du sport et ou de la santé, mais on y reviendra. La planification, c'est avoir des objectifs sur le long, moyen et court terme. Qu'est-ce que je souhaite dans 6 mois, dans 1 mois ou aujourd'hui? Dans tout sport, et quel que soit le degré d'implication, on souhaite tous progresser. En grimpe, on souhaite trouver une belle ligne, que ce soit en exté, en bloc ou même en salle. Pouvoir la réussir et prendre du plaisir dans les mouvements, le travail, la gestuelle, etc. Et une fois qu'on en a fait une, on souhaite en retrouver d'autres. Donc il faut s'améliorer pour en découvrir de nouvelles ou varier et travailler les différents styles de grimpe. Tu peux faire les 2 premiers niveaux d'une salle, tu as envie de découvrir le 3e niveau. Tu fais l'avant-dernier niveau, tu veux faire au moins la dernière difficulté. Tu fais du 6B, tu veux découvrir du 6B+, ou du 6C, parce qu'à chaque difficulté, tu risques de découvrir de nouvelles possibilités, de belles lignes et de beaux blocs supplémentaires. Même sans recherche de performance, se dépasser sur une ligne ou bloc que l'on travaille depuis quelques semaines est un réel plaisir. C'est un accomplissement en soi. Devenir plus à l'aise dans des cotations plus faibles que notre max pour se sentir mieux en grande voie ou simplement ne pas se prendre la tête, c'est aussi devoir s'entraîner pour garder son niveau. Il est donc toujours bon de ne pas se perdre en efforts inutiles qui de plus pourraient amener à la blessure et retarder le processus d'accomplissement personnel. Donc des objectifs, et personnellement, c'est très dur à tenir seul. Si tu comptes devenir grimpeur de haut niveau, un encadrement, une routine, un chemin de vie est obligatoire pour durer dans le temps. Tu dois t'entourer de personnes de confiance qui pourront te conseiller quand tu as des doutes. Si tu es amateur sans objectif de performance, outre l'accomplissement personnel, qui est déjà un challenge en soi, tu peux toujours compter sur des personnes de confiance. Mais parfois, ce sont ces personnes qui t'emmèneront sur un chemin que tu n'avais finalement pas tracé et te feront perdre de vue tes objectifs initiaux ou à contrario, te feront pas mal progresser. Je te parle ici de l'environnement social qui parfois te font dépasser tes limites et parfois t'amènent à la blessure. Que tu arrives en retard à tes séances où tes potes sont déjà présents depuis 30 minutes. Que tes potes te donnent un défi à la fin de la séance. Que tes potes veuillent retourner dans ce 40 degrés ou cette dalle alors que ça fait déjà 4 séances dessus. Que ce soit tes potes ou toi, l'investigateur, qui, enjoué par l'engouement de l'environnement, donne des défis, un concours, des jeux, tu en arrives à oublier ou délaisser tes objectifs de séance. C'est sympa de temps en temps, mais risqué. Et loin de moi l'idée qu'il ne faut pas jouer avec ce contexte social qui fait du bien. Il est souvent présent pour les plus fougueux d'entre nous, mais nous tend un peu plus vers la surcharge de nos capacités. Petit exemple. Ton objectif, c'est d'améliorer ta coordination, ton équilibre, ton schéma corporel, et tu fais donc 2 séances sur 3 avec de l'EGD-VR ou de la dalle. Mais manque de peau, aujourd'hui c'est ouverture du 40 degrés. Alors ce n'est pas un souci que de s'échauffer dans tes domaines de prédilection, ça donne en plus un bon ressenti sur la forme du jour. Et là, tu as la couleur du dessus qui te fait de l'œil. Jamais tu n'as fait cette couleur, et peut-être qu'aujourd'hui, c'est la bonne. Je vais faire quelques runs, et je ferai ma dalle après. Et au bout de 2 heures, éclaté, alors que ça devait être une séance peu physique, tu finis ta séance en te disant que tu as bien progressé dans le bloc ou la voie et qu'il va falloir que tu réessayes frais pour l'enchaîner. De plus, la pression sociale de tes amis qui ont envie de te voir réussir dans ce projet vont t'encourager et tu vas t'engouffrer dans une monotonie des séances
où ce seront toujours les mêmes tissus, les mêmes structures qui seront sollicités avec un risque de dépasser leur capacité de façon régulière. Alors parfois, il est utile de dire non aux autres, mais aussi à soi-même pour se concentrer sur nos objectifs et se remémorer pourquoi on le fait et pourquoi cela doit être fait. Des séances plaisir où l'on peut faire n'importe quoi, il doit y en avoir régulièrement pour laisser la place à l'inconnu et profiter sans charge mentale. Une fois de plus, il faut trouver son équilibre. Ce qui rentre en compte dans la planification n'est pas terminé. On a vu le concept de la capacité contrainte, le besoin d'objectif, l'influence de l'environnement. Voyons maintenant le concept de RPE. RPE pour Rating of Perceived Exertion. L'échelle de perception de l'effort est un bel outil pour quantifier de manière rapide et sûre l'effort d'une séance, d'un entraînement, d'une qualité physique et de voir l'évolution dans le temps pour ne pas être en surcharge. Décrite à l'origine en 1973 puis remaniée pour être évaluée de 0 à 10, cette échelle a longuement été étudiée au niveau scientifique pour attester de sa validité. Hautement corrélée à nos valeurs physiologiques, elle est un indicateur de plus dans nos activités sportives quotidiennes. Grâce à ce RPE, tu peux quantifier tes efforts à un instant T, mais également ton ressenti sur des séances entières. J'utilise régulièrement ce RPE dans mes coachings. Cela me permet de quantifier la charge d'entraînement et de l'intégrer au programme de réhabilitation. En kinésithérapie, nous nous devons d'adapter la contrainte sur les tissus et la fatigue générée pour améliorer ces mêmes tissus dans le temps, éviter un surentraînement et continuer la pratique de l'escalade sans aggraver les douleurs. Ce RPE sert donc à t'évaluer et apprendre à ressentir ce que ton corps veut te faire comprendre. Faire une troisième session de voix de niveau max en 3 jours, c'est possible, mais pas toutes les semaines. Tu peux avoir envie de faire des projets de plus en plus durs et de plus en plus beaux, mais si ta capacité est souvent dépassée, tu ne risques pas de continuer à grimper dans de bonnes conditions. Le RPE va vraiment t'aider, je te l'explique. Cela va de 0 à 10. Il y a des paliers de ressenti que tu peux pondérer en mettant des valeurs de chiffres intermédiaires. Le RPE est général, avec des ressentis souvent empruntés au sport d'endurance, mais il est également utile dans les sports de force. Je te soumets ma vision du RPE en escalade. À gauche, le RPE global et à droite, le RPE escalade. Ici, on va parler d'effort continu, celui où tu ne prends pas de temps de repos dans l'activité physique. 0, tu dors dans les deux échelles. 1, tu commences l'activité physique, mais elle ne t'impacte pas. En escalade, il n'y a pas de difficulté qui s'y apparente. Tu peux considérer cela comme une marche d'approche simple. 2 à 3. Tenir l'effort pendant des heures et qui ne modifie pas non plus ta physiologie. En escalade, tu peux compter entre 1 à 2 heures sans arrêt qui ne mettent ni les bouteilles ni modifient ta respiration. C'est comme être au téléphone sans que la personne au bout du fil ne se rende compte que tu pratiques une activité physique. Tu ne dois pas être essoufflé ni en train de lutter. Pour moi, ce serait grimper en voie ou en bloc, sans les enchaîner, de manière très calme, détendue et dans une cote diminuée de 3 chiffres. Si tu grimpes du 8A, alors il faudrait faire du 5A, B, C, même si le 5C peut être tendancieux. Et oui, c'est très peu, mais c'est aussi à chacun de se réguler. Ayant fait faire du 6A à un pratiquant de 8A pendant 2 heures, l'effort était quand même devenu difficile et la respiration modifiée. De plus, un 6A dalle c'est différent d'un 6A DVR, en salle ou en falaise, et qu'un 6A sur un spot n'est pas pareil qu'ailleurs. Cela est donc à prendre avec des pincettes. 4 à 6. L'activité modérée, c'est quand il est encore possible de parler, mais de manière succincte. Tu es dans des cotations que tu maîtrises, mais tu ne pourrais pas les enchaîner pendant longtemps. Ce serait plutôt de l'ordre de 30 minutes. L'effort devient important et il devient difficile de parler convenablement. Tu ne peux tenir cet effort que sur 2 à 3 minutes et cela représenterait une vingtaine de mouvements en voix ou un bloc à ton niveau maximal -1. 9. L'effort est encore plus important
et tu ne pourrais le tenir que pendant une dizaine de mouvements. Tu respires très fort ou tu es en apnée à partir du milieu de ta section. Là, tu ne peux plus vraiment réfléchir si on te pose des questions. Et il y a de grandes chances pour que tu ne répondes pas. Ton niveau serait une cote maximale. Et enfin 10, l'effort est à son paroxysme. Il s'agit de lutter en quelques mouvements. Et là, tu es dans une cote max plus 1. Dans cette échelle, il ne faut pas confondre RPE de séance et RPE instantané. Je te conseille de ne pas trop rentrer dans les détails du RPE et de tout ce qu'il peut diversifier, mais si tu veux en apprendre davantage, n'hésite pas à me contacter. Le RPE de séance est ton ressenti à la fin de ta session. Le RPE instantané, c'est par exemple la force maximale que tu as utilisée sur un mouvement ou un enchaînement de mouvements. Donc tu peux très bien avoir fait des mouvements de force maximaux, RPE 10, mais en prenant du temps entre les essais ou de manière ponctuelle, et ressentir un RPE de séance à 3. A l'inverse, tu peux n'avoir fait que des mouvements faciles, RPE 3-4, mais beaucoup de volume sur une séance très longue et peu de repos entre les essais et ressortir de ta session avec un RPE 9. Dans un premier temps, je te suggère de t'en tenir à deux RPE essentiels, celui de séance et celui de ta force à doigt. Voici comment je fais pour inclure le RPE de mes coachés. Petit tableau Excel où je note leurs activités journalières. Ici, nous sommes sur un patron de salle d'escalade qui fait également des ouvertures et qui a envie de progresser dans sa grimpe. J'ai donc la charge supposée de son entraînement ainsi que le RPE que m'a donné. Après quelques calculs, j'obtiens une charge pondérée du RPE qui me permettra de connaître sur la semaine et les semaines suivantes si on est en surcharge ou non. Pour toi, c'est beaucoup plus facile. Prends ton portable ou un carnet et note le type de tes entraînements avec en face ton RPE global sur 10. Mets sur le côté ton RPE à doigt. Regarde tes entraînements passés pour varier tes entraînements futurs et fais une pause d'intensité de temps en temps. Il est des structures qui ne sont pas ressenties directement si elles ne souffrent pas. Je parle ici par exemple des poulies. Tant qu'elles ne font pas mal, tu ne peux pas connaître leur état de vétusté. Une poulie s'adapte et se renforce au cours des mois, des années et des décennies de grimpe. Mais comme toute structure, elle doit récupérer des contraintes auxquelles elle est soumise et la solliciter pendant qu'elle se régénère, c'est risquer une douleur, une blessure. Donc, ton RPE de séance va te dire si ton système physiologique est beaucoup impacté par ta session, et ton RPE doigt va te permettre de moduler ton entraînement pour ne pas sursolliciter tes structures, car il n'y a pas que la poulie et les arquets dans le RPE à doigt. Toutes les prises sont importantes, et c'est à toi de comprendre ce que tu ressens. Le RPE, pour l'apprendre, c'est facile. Il suffit de commencer et de noter dans ton téléphone ou un petit carnet ton RPE de séance et de doigts. Il s'affinera avec l'expérience et s'adaptera à ta progression. Un RPE 8 aujourd'hui deviendra peut-être 7 ou 6 dans quelques mois ou années. Quand tu es débutant et que tu pratiques l'escalade 2 fois par semaine, avoir une séance intense RPE 7 et une séance plus cool RPE 3/4 où tu pourrais te concentrer sur des aspects techniques ou des découvertes est intéressant. Quand tu passes à plus d'entraînement, pure grimpe ou alors 2 fois grimpe, une fois poutre ou renforcement, tu peux faire plus d'intensité mais en gardant toujours une séance cool. En planification et en fonction du cycle d'entraînement, il peut être possible d'aller cool sur le premier tiers de programmation, puis très intense sur le second tiers avant de gérer la fatigue de fin de cycle avec des sessions moins difficiles. En rééducation, c'est pareil. On mesure l'intensité ressentie et on le couple avec différents facteurs comme la douleur, la raideur, le contrôle, etc. On modifie ce RPE en fonction de l'avancée et de la réhabilitation en changeant les paramètres d'intensité ou de volume, par exemple. Une autre erreur dans la planification, c'est la récupération ou plutôt le défaut de récupération. Sujet qui vaut à lui seul une vidéo entière, le sommeil et l'alimentation ont leur place privilégiée dans ce domaine. D'autres peuvent l'accompagner comme la charge mentale, la condition physique générale. Aujourd'hui, je ne te donne que les indispensables de la récupération. 8 à 9 heures de sommeil.
Ceux qui disent qu'ils peuvent performer avec moins sont ceux qui ne performent pas à leur vrai niveau. Quantité ne veut pas dire qualité. Si tu te sens régulièrement fatigué après tes nuits, pense à consulter un spécialiste. Protéines en premier, lipides en second, glucides en troisième. Et ne surtout pas oublier les fibres. Vitamines, minéraux, micronutriments et hydratation. Parfois, on a besoin de se complémenter. Yoga, étirement, relaxation, cohérence cardiaque. Et si tu veux faire une autre activité, alors surtout, ne te prends pas la tête et rentre dans un mode détente. Partage de bons moments entre amis et ou famille. Bien. Alors tout planifier de A à Z, c'est possible, mais irréalisable. Comme je l'ai dit, il y a toujours des imprévus. Mais ne rien prévoir, c'est tout laisser au hasard. Et plutôt que de tout changer d'un coup et de ne pas tenir dans le temps, je te conseille de choisir un paramètre, celui qui te convient le mieux, et d'y adhérer au mieux. Que ce soit faire attention à ta charge d'entraînement, ton RPE, adopter des objectifs, améliorer ton alimentation ou ton sommeil, peu importe, mais l'important c'est de faire ces modifications sur le long terme, sans te prendre trop la tête, sauf si tu aimes planifier. Et si tout cela te paraît encore trop compliqué, mais que tu souhaites en finir avec tes douleurs ou tes blessures récurrentes, alors oriente-toi vers un kiné spécialisé en escalade avec prise en charge à distance, comme moi ou pas. Il te reste une rubrique à connaître. J'ai dit en début de vidéo que 95% des douleurs ou des blessures provenaient d'un problème de planification. Les 5% restants se retrouvent dans l'inconnu. C'est bien sûr mon opinion. Si on met de côté les traumatismes, il nous reste l'imprévu. Une douleur qui vient et qui reste sans que l'on puisse déterminer le pourquoi du comment. Tu avais tout bien planifié, bien dormi, suivi tes objectifs et du mieux que tu peux, mais tu te retrouves avec une douleur qui ne passe pas. Et là, il est important de voir ou revoir ma vidéo sur l'autogestion des douleurs en grains. Il faut pouvoir évaluer la douleur pour trouver ce qui va pouvoir l'améliorer. Et si tu souhaites en savoir plus sur l'origine, je te conseille de t'orienter vers un kiné spécialiste des grimpeurs et grimpeuses. Avec un bilan précis, nous pouvons identifier une ou plusieurs causes et les traiter avec pertinence. Dans le même sens, consulter un coach est à mon sens une super idée. Trouver un défaut technique dans notre pratique sera peut-être ta solution. Ce défaut pouvant entraîner sur le moyen à long terme des déficits dans notre pratique et amener aux douleurs et blessures. Ce qui vient au fait des antagonistes. Souvent oubliés dans les sports, ces muscles, ces articulations, ces ligaments qui sont antagonistes au mouvement, c'est-à-dire qui ne sont pas acteurs principaux du mouvement, participent quand même à l'activité et parfois avoir un grand déséquilibre entre les acteurs principaux et secondaires engendre des tensions et aboutit aux douleurs. Par exemple, n'oublie pas que les extenseurs des doigts t'aident à stabiliser tes doigts lorsque tu prends des prises, quel que soit leur type. Les ischio-jambiers se contractent quand tu tends la jambe, les pectoraux stabilisent l'épaule lors de tractions ou dynamiques. Les douleurs sur les articulations des doigts peuvent être dues à une instabilité liée à un déficit des muscles intrinsèques de la main. Tu auras beau renforcer tes poulies et ta force à doigts, que tes douleurs seront toujours là. L'escalade se réalise bien souvent sur des phases de tirée, mais rarement sur des phases de poussée. Il est donc utile de travailler ce que nous ne travaillons pas. En conclusion, il est évident que nous ne pouvons éliminer le risque de blessure. Il est évident que nous commettrons des erreurs à l'avenir. Mais les connaître, c'est déjà un pas de plus pour les identifier rapidement, les traiter et prévenir leur réapparition. Nous avons parlé des erreurs que nous commettons. Mais que dit la science sur les causes de nos douleurs? Je t'en parle dans une vidéo bonus où j'ai compilé une partie de la littérature scientifique sur le sujet. Et les solutions, me diras-tu? Force, souplesse, force dans la souplesse, sommeil, alimentation, stress, charge mentale, schéma corporel, planification, et certains que j'en oublie d'autres. Autant de thèmes qui méritent à eux seuls des vidéos entières. Mais pour ce qui concerne ces vidéos, je te résume ce qu'il faut en retenir. L'erreur de planification et de programmation. La solution est de prévoir des objectifs sur tes séances, tes semaines et les mois à venir
et de les modifier face aux aléas de la vie. Et parfois aussi de diminuer l'objectif ou de rallonger le temps pour y arriver. L'environnement social, c'est apprendre à dire non quand tu ne te sens pas prêt pour mieux dire oui et participer pleinement aux activités. Le RPE apprend à reconnaître tes sensations et ressent les signaux que t'envoie ton corps. Créer une routine pour connaître son état avant de grimper par exemple, et là tu pourras juger si tu t'envoies à fond ou si tu y vas mollo. Et enfin, l'hygiène de vie et la prévention des structures peut ou pas utiliser en escalade. Comme dit plus haut, tout prévoir seul est difficile. Tout le monde a besoin d'un coach. Même les coachs ont des coachs. Donc si tu t'engages seul, fais-le pas à pas. Mets en place des habitudes et change petit à petit. Et pour finir, un petit commentaire sur la vidéo entre le boss YouTube Magnus Midbo et la reine Ganya Granbredt. Ganya affirme ne jamais s'entraîner sur une poutre, ni en renforcement musculaire, et à la fin de la vidéo réussit une traction à un bras alors qu'elle ne se sentait pas capable de le faire. Nous avons dans le passé de la grimpe de fabuleux grimpeurs et de fabuleuses grimpeuses qui ont passé leur vie à grimper. Si cela a suffi pour qu'ils développent des capacités hors normes, ce n'est pas la même chose à notre niveau. Beaucoup de grimpeurs et grimpeuses anciens et récents ne font que de la grimpe comme Nyanya, Alain Robert, Max Berton ou Chris Sharma par exemple. Et certains d'entre vous progresseront de manière exponentielle rien qu'avec la grimpe, et d'autres moins. Nous sommes tous différents et nous ne sommes pas tous développés pour le sport qui nous passionne. Notre morpho-anatomie, notre génétique, notre développement structurel, ainsi que notre passé sportif influent énormément sur notre plein potentiel en escalade. Suis-je fait pour l'escalade? La réponse à cette question est non. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est une question à la con. On ne grimpe pas pour devenir meilleur que les autres, on grimpe pour devenir meilleur soi-même et prendre du plaisir. Pour nous qui avons commencé sur le tard, après 30 ans, ou qui avons une expérience limitée dans les sports de force ou de polyvalence comme la gymnastique ou la danse ou le crossfit entre autres, il est important de pouvoir croiser les entraînements. Faire du renforcement musculaire, du yoga, des étirements, de la poutre, du cardio, etc. permet à notre corps de se diversifier et prévenir les risques de blessures si cela est fait progressivement, bien entendu. Et c'est utile pour l'escalade. Mais outre le fait de s'entraîner seulement en grimpe, il y a un autre facteur à prendre en compte. Passionné? Certainement. Mais de là à grimper 2 heures par jour, 7 jours sur 7, ou faire des doubles séances certains jours, nous avons, pour certains d'entre nous, un travail, une famille, des enfants et un monde qui n'est pas centré que sur la grimpe. Pouvons-nous écarter tout cela pour nous concentrer uniquement sur la grimpe? Si tu souhaites progresser en grimpe en ne faisant que de la grimpe, c'est quelque chose qu'il te faudra réfléchir. Si tu es resté jusqu'ici, commente DC100 si tu as un développé couché à 100 kg, preuve d'un bon travail des antagonistes, ou alors pump it up si tu préfères pousser tes mains sur El Pelo plutôt que sur une barre.